Le prétoire de la juge Monique Dubois était son domaine absolu. Elle y régnait en maître, se faisant juge, jury, et fréquemment, exécutrice des basses œuvres, particulièrement envers ceux qu'elle jugeait inaptes. Quand Léo Dupont, un homme noir vêtu d'un costume un peu chiffonné, comparut devant elle pour un banal mandat d'arrêt lié à une infraction routière, elle ne perçut que l'image façonnée par ses préjugés, un criminel de plus. Elle résolut de statuer pour l'exemple. Elle refusa de l'entendre. Elle le condamna à 48 heures de détention pour outrage à la cour. Ce que la juge Dubois ignorait cependant, c'est que l'homme qu'elle s'apprêtait à faire incarcérer n'était pas un simple citoyen innocent. Il était le juriste le plus influent de la région et son nouveau patron. La salle d'audience 3B du palais de justice du Val-de-Loire n'était pas une pièce ordinaire. Elle était un mausolée à la gloire de Monique Dubois. Ses boiseries en chêne, noircies par un siècle de verdicts implacables, étaient astiquées sans véritable lustre. La barre de laiton séparant le public de l'espace judiciaire luisait sous l'éclairage glacial des néons. L'atmosphère elle-même semblait contrôlée, imprégnée d'une odeur de vieux papier, d'encaustique, et du relent métallique d'une autorité sans appel. Au cœur de ce cosmos, juchée sur son estrade, trônait la juge Dubois. La soixantaine bien entamée, Dubois était une femme pétrie de certitudes héritées de la grande bourgeoisie et d'une idéologie rigide. Sa chevelure d'argent était invariablement tirée en un chignon austère et sa robe de magistrat, toujours impeccablement empesée, tenait davantage de l'armure que de l'habit. Dans les coursives du palais, on la surnommait Monique la broyeuse, un sobriquet que l'on ne se permettait qu'en chuchotant. Elle avait une foi inébranlable en l'ordre, l'héritage et l'effet cathartique d'une justice expéditive et impitoyable. Son aïeul, le juge Théodore Dubois, avait occupé ce même siège, et Monique se considérait comme la juste dépositaire d'une mission, celle d'extirper les éléments qui, à ses yeux, menaçaient l'édifice social. Le rôle du matin n'était pour elle qu'une litanie des misères humaines, conducteurs ivres, petits voleurs, mères en larmes et jeunes effrontés. Elle les toisait tous avec un égal mépris glacial. Affaire suivante, dit-elle d'une voix monocorde, sans daigner lever le nez de ses documents. Dossier 88B, le ministère public contre Dupont, déclara son huissier audiencier, un homme massif et patient du nom de Stéphane Leroy. Le conseil ? Fit claquer la voix de Dubois. Une jeune femme au regard las, dans un tailleur synthétique, se mit debout. Maître Manon Durand, votre honneur, du bureau de l'avocat commis d'office. Mon client se présente suite à un mandat d'amener pour non-comparution dans une affaire d'infraction routière. Une non-comparution. Parfait. Dubois releva enfin la tête, son regard parcourant l'assistance. Eh bien, où est-il ? Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas comparu pour sa non-comparution ? Le culot serait presque fascinant. Il est là, votre honneur. Il a été appréhendé au poste de sécurité, précisa Durand d'une voix blanche. Appréhendé à la sécurité. Évidemment. La porte de côté s'entr'ouvrit et l'huissier Leroy amena un homme jusqu'à la table du prévenu. C'était un grand homme noir, de constitution athlétique. Il portait un costume sombre, d'apparence coûteuse mais en désordre, comme s'il avait passé la nuit dedans. Le nœud de sa cravate était lâche. Son visage était fermé, un masque de frustration contenu. C'était Léo Dupont. La juge Dubois le fixa. Ce n'était pas un simple regard, mais une véritable inspection. Ses yeux détaillèrent sa peau foncée, ses courtes dreadlocks bien tenues, son costume en bataille. Un pli presque invisible tordit sa lèvre, mais ce fut un signe que Manon Durand, Stéphane Leroy et l'ensemble de l'auditoire reconnurent sur le champ. C'était ce regard-là, celui qui annonçait la tempête. Le dialogue intérieur de Dubois s'enclencha, un sifflement haineux qui était le moteur de sa fonction. Voyez-moi ça. Quelle arrogance. Il se pavane avec son costume à 5000 €, sans doute payé avec de l'argent volé, en se croyant au-dessus de tout. Il n'est même pas capable de se présenter pour un simple PV. C'est ça, la gangrène. C'est ce mépris que je combats sans relâche. Ainsi, articula Dubois, sa voix suintant la condescendance, vous êtes monsieur Dupont. Léo Dupont se redressa. Oui, votre honneur. Il y a, semble-t-il, un profond malentendu à propos de « silence ». L'injonction fusa. Ce n'était pas une demande, c'était un commandement qui ricocha sur les hauts plafonds. On ne prend pas la parole dans mon tribunal sans y avoir été autorisé. Vous êtes un prévenu. Une avocate vous représente. C'est elle qui s'exprimera.
Et pour être honnête, compte tenu de votre absence précédente, votre crédibilité est nulle. Maître Durand, quelle excuse valable votre client peut-il avancer pour avoir fait perdre son temps à la justice? Manon Durand se cramponna à son pupitre. Votre honneur, la convocation n'a pas été remise en main propre à Monsieur Dupont. L'avis initial fut envoyé à une adresse qu'il n'occupe plus depuis 3 ans. L'amende concernait un véhicule vendu en 2022. Il s'est présenté ce matin de sa propre initiative pour rectifier cette erreur matérielle, et c'est là que le mandat, dont il ignorait tout, a été détecté par la sécurité. Dubois émit un son proche d'un ricanement. Une erreur matérielle. Quelle commodité. Le classique et c'est pas moi. Je connais la chanson. Votre honneur, je détiens l'acte de cession ici, insista Durand en brandissant un document. Dubois le balaya d'un revers de main, sans y accorder le moindre regard. Vos paperasses m'indiffèrent. Ce qui compte, c'est qu'un mandat a été émis et qu'il n'a pas été respecté. Cela trahit un irrespect fondamental de la loi. Votre honneur, c'est factuellement incorrect, intervint Léo d'une voix basse et assurée. Il n'avait pu s'en empêcher. Une fureur véritable illumina les yeux de Dubois. Vous ai-je autorisé à parler, monsieur Dupont? Le suis-je? Ou faites-vous partie, comme je le subodore, de ces individus qui s'imaginent que leur opinion prime sur les règles de cette institution? Monique, non, souffla pour lui-même Stéphane Leroy, si bas que nul ne put l'entendre. Il observait l'homme. Il l'avait reconnu d'une photo dans la presse, mais son esprit peinait à établir la connexion. Il avait tenté de capter l'attention de la juge avant qu'on introduise l'homme, mais elle était d'humeur exécrable. Votre honneur, essaya de nouveau Léo, je suis un auxiliaire de justice. Je tentais seulement ce fut la provocation de trop pour Dubois. Vous n'êtes pas un auxiliaire de justice, gronda TL en abattant sa main sur le bureau. Vous êtes un prévenu dans mon tribunal. Comment osez-vous usurper la qualité d'avocat? C'est un délit en soi. Maître Durand, tenez votre client, ou je vous place tous les deux en garde à vue pour outrage. Manon Durand dévisagea Léo, les yeux dilatés par la panique. Elle ne comprenait rien à ce qu'il disait. Mais elle comprenait qu'il venait de sceller son propre destin. Madame la juge, je vous en prie, implora Durand. Mon client voulait juste, je sais parfaitement ce qu'il voulait, la coupa Dubois, le visage figé dans une expression de rage glaciale. Il voulait mentir. Il voulait impressionner. Il voulait jouer. Et moi, je ne joue pas. Elle se pencha, son regard vrillait dans celui de Léo. Je lis en vous, monsieur Dupont. Mieux que vous ne le croyez. Vous pensez pouvoir débarquer ici, bafouer mon autorité, et repartir comme si de rien n'était. Vous faites erreur. Un silence de plomb tomba sur la salle 3B. Seul le crissement fébrile d'un stylo troublait la quiétude, venant du banc de la presse où un jeune reporter, Lucas Fournier, consignait les faits si rapidement que ses doigts en étaient blancs. Il n'arrivait pas à croire à la scène. Léo Dupont inspira lentement et profondément. Il laissa ses mains pendre, détendues. Il avait fait face à des assassins en garde à vue. Il avait plaidé jusqu'à la Cour de cassation. Jamais, au cours de sa carrière, il n'avait subi un tel mépris, aussi cru, aussi primaire. Sa colère formait une boule de glace dans son ventre. Mais il savait que l'exprimer serait comme verser de l'essence sur un brasier. Votre honneur, dit-il d'une voix vidée de toute inflexion, si vous acceptiez de consulter le dossier, ou si vous m'autorisiez à présenter une pièce d'identité. Le mandat vise un Léo D. Dupont. Je me nomme Léo Jean Dupont. La date de naissance ne correspond pas. Il s'essaie encore au droit, maître Durand. La voix de Dubois était triomphale. Elle interprétait cela comme un aveu, une manœuvre pitoyable pour s'échapper par un vice de forme. Ergoté sur des initiales. Quel désespoir. Vos manigances ne m'intéressent pas, monsieur. Ce n'est pas une manigance, votre honneur, supplia Manon Durand, la voix tremblante. C'est une simple erreur sur la personne. Ce n'est même pas le bon individu. Madame la juge, de grâce, lisez le dossier. J'ai assez lu, trancha Dubois. Elle claqua le dossier pour le fermer. J'ai devant moi un individu qui a fait preuve d'un irrespect total pour cette cour. Il ne s'est pas présenté. Il a été interpellé à la sécurité, y créant probablement du désordre.
Il m'a interrompu, moi, une magistrate en fonction, par 2 fois, et il a prétendu à tort être un auxiliaire de justice. Il est, en un mot, coupable d'outrage. Votre honneur, non. S'exclama Durand. Taisez-vous, maître Durand, ou vous subirez le même sort. Dubois pointa un long doigt décharné vers Léo. Monsieur Dupont, votre attitude est une insulte. Votre présence est un affront à la dignité de cette institution. Il est temps d'apprendre le respect. Il est temps de comprendre qu'on ne se dérobe pas à la loi par des pirouettes verbales. Elle jubilait. Sa raison d'être était là, rabattre le caquet aux arrogants. Je vous déclare coupable d'outrage à la cour, proclama-t-elle. Concernant le mandat d'arrêt initial, je fixe une caution de 5 000 €. 5 000 €? S'étrangla Durand. Pour un PV de stationnement? Mais cela, poursuivit Dubois, un sourire cruel esquissé sur ses lèvres, attendra. L'outrage doit être purgé sans délai. Je vous condamne, Léo Dupont, à 48 heures d'incarcération à la maison d'arrêt de Tours. Effet immédiat. Des exclamations stupéfaites fusèrent du public. Lucas Fournier, le reporter, manqua d'échapper son mobile. 48 heures pour ça. Votre honneur, c'est scandaleux, cria Durand, ayant renoncé à toute mesure. Vous n'avez pas ce droit. C'est un abus de pouvoir caractérisé. Monsieur l'huissier, tonna Dubois en montrant Durand. Sortez maître Durand de mon prétoire. Elle est aussi coupable d'outrage. Consignez-la à l'arrière. Et monsieur l'huissier, enchaîna Dubois, sa voix devenant presque un chuchotement tandis qu'elle foudroyait Léo du regard, placez ce prévenu en état d'arrestation. Je veux qu'il soit écroué. Je veux qu'il soit en cellule avant midi. Stéphane Leroy se leva. Il était blême. 20 ans de service comme huissier audiencier. Il avait vu Dubois se montrer dur, mais là. C'était un autre registre. Il sentit d'instinct que quelque chose clochait gravement. Il avait vu le nom Dupont sur la note interne du matin, celle annonçant le nouveau procureur de la République, mais la note mentionnait elle. J. Dupont. Ce prévenu s'appelait Léo Dupont. Il n'avait pas fait le lien, et voilà qu'on lui ordonnait de le mettre sous les verrous. Votre honneur, dit le roi, la voix légèrement chevrotante. Peut-être pourrions-nous suspendre l'audience 5 minutes, le temps de vérifier le dossier à nouveau. Le regard de Dubois se fit perçant. Discutez-vous mes ordres, monsieur l'huissier? Non, votre honneur. C'est simplement que... Je crois qu'il y a peut-être. Je vous ai donné un ordre. Arrêtez cet homme. Le roi eut une déglutition difficile. Il posa la main sur son arme de service par automatisme, et défit la patte de son holster. Il croisa le regard de Léo Dupont, qui l'observait, sans peur ni colère, mais avec une sorte de pitié. Le roi fit un pas en direction de la table du prévenu, et à ce moment précis, les grandes portes de la salle d'audience 3B, au fond, s'ouvrirent à la volée dans un fracas qui ébranla la pièce. Dans le tribunal de la juge Dubois, on n'entrait pas sans y être invité. On ne courait pas. On ne criait pas. L'irruption était une telle violation de son univers qu'elle resta une seconde sidérée, incapable même de ressentir de la colère. Tous les regards convergèrent vers le fond de la salle. Dans l'encadrement de la porte, entouré de 2 agents de sécurité du tribunal au visage impassible, se tenait un homme dont l'autorité naturelle éclipsait celle que Dubois s'efforçait d'afficher. C'était le juge Jean Moreau, le président du tribunal judiciaire du Val-de-Loire. Moreau était un homme grand et carré d'épaules, dans ses 70 ans, un ancien militaire dont le calme était connu, mais dont les colères étaient redoutées. Il était, de fait, la seule personne dans ce bâtiment à être le supérieur hiérarchique de Monique Dubois. Ses yeux scrutèrent la salle, son visage un masque de tonnerre. Le murmure du public s'éteignit net. Juge Moreau, bafouilla Dubois en se levant. Que se passe-t-il? Je suis en plein délibéré. C'est mon tribunal. Le juge Moreau l'ignora superbement. Son attention était rivée sur la scène qui se jouait à l'avant, Manon Durand agrippée par le bras d'un agent perplexe, Stéphane Leroy la main sur son arme, pétrifié entre le bureau de la juge et le prévenu, et Léo Dupont, debout et calme à sa table. Asseyez-vous. Tous. La voix de Moreau était un grondement sourd et puissant. Ce n'était pas une suggestion. Il remonta l'allée centrale,
le claquement sec et irrité de ses chaussures sur le sol en marbre. Il ne s'arrêta pas à la barre. Il ouvrit le portillon et pénétra dans l'enceinte judiciaire, un espace normalement réservé aux seuls avocats et personnels de la cour. Il dépassa les tables du parquet et de la défense, et s'avança jusqu'au petit pupitre où se tenait Léo Dupont. Dubois le regardait, la bouche ouverte. « Jean, qu'est-ce que vous faites ? Cet homme est un prévenu. Il est sous le coup d'une arrestation. » Moreau daigna enfin tourner la tête, fusillant la juge Dubois d'un regard si chargé de fureur qu'elle eut un mouvement de recul. « Vous, lui dit-il d'une voix posée mais plus menaçante que son plus grand éclat de voix, vous allez garder le silence. » Il se retourna vers Léo Dupont, la colère s'effaçant de ses traits pour laisser place à une expression de regret intense, presque paternelle. « Monsieur Dupont, dit le juge Moreau en lui tendant la main. Je vous présente mes plus sincères, mes plus profondes excuses. Il y a eu une faille inacceptable dans la communication. Votre nouveau badge d'accès n'était pas encore enregistré dans le système. L'équipe de sécurité à l'entrée a appliqué le protocole prévu pour un mandat, mais leur consigne était d'appeler mon secrétariat, pas de vous appréhender et de vous envoyer ici. » Le cerveau de Dubois se figea. « Nouveau badge ? Mon secrétariat ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Il n'y a pas de mal, monsieur le président, » répondit Léo, sa voix d'un calme toujours aussi déconcertant en serrant la main du juge. Ce fut très éclairant. Je veux bien le croire. Moreau se tourna vers l'huissier stupéfait. « Monsieur le roi, libérez maître Durand, et pour l'amour du ciel, ôtez cette main de votre arme. » Le roi, écarlate, retira son pouce et fit un pas en arrière. « Oui, monsieur le président. » Manon Durand s'approcha en chancelant, se massant le bras, totalement perdu. « Juge Moreau, » insista Dubois, la voix devenue stridente et faible. « Je ne comprends pas. Cet homme. Il fait l'objet d'un mandat. Il a été insolent. Il a prétendu être un auxiliaire de justice. » Le juge Moreau pivota pour lui faire face. Il leva les yeux vers Monique Dubois, le visage empreint d'une déception si abyssale qu'elle en était effrayante. « Il n'a pas prétendu, Monique. » La voix de Moreau emplit l'immense salle. « Cet homme, dit-il en indiquant Léo, est Léo Jean Dupont. Il est diplômé de l'université Paris-Panthéon-Assas. Il est l'ancien procureur de la République de Paris. C'est lui qui a mené à bien l'accusation contre tout le clan Petrova, une affaire sur laquelle vous avez basé un séminaire le semestre dernier. » Un souffle collectif vida la salle de son air. Manon Durand porta la main à sa bouche. Lucas Fournier, le journaliste, tapait déjà un message à sa rédaction, Scoop du siècle. Le teint de Dubois passa du rose au blanc cireux. Son regard allait de Moreau à Léo, comme si elle le découvrait. Le costume en désordre, l'air fatigué. Il n'avait pas dormi dans ses vêtements parce qu'il était un marginal. Il avait dormi dedans parce qu'il sortait d'un vol de nuit depuis Paris. Le mandat, reprit Moreau, sa voix martelant chaque syllabe, était, comme maître Durand a tenté de vous l'expliquer, une erreur matérielle concernant une voiture vendue il y a 3 ans. Une erreur qu'il venait régler par simple conscience professionnelle avant sa réunion de 10 heures. Dubois hocha la tête, d'un mouvement mécanique. Une réunion de 10 heures. Avec qui ? Le juge Moreau s'approcha encore d'un pas. Il la toisa, les yeux glacials. Avec moi, Monique. Et les autres magistrats. Il laissa planer le silence 3 secondes d'une agonie insoutenable. Laissez-moi, dit le juge Moreau, sa voix empreinte d'une solennité terrible, vous présenter formellement votre nouveau confrère. Juge Dubois, je vous présente le procureur général Léo Dupont. Sa nomination a été validée à l'unanimité par la commission du ministère de la Justice le mois dernier. Depuis 9 heures ce matin, il est à la tête du parquet du procureur de la République pour l'ensemble de cette juridiction. Le parquet qui instruit toutes les affaires présentées devant votre tribunal. Le temps se suspendit pour la juge Monique Dubois. Le chêne verni, le laiton étincelant, l'essence même de son royaume se désintégrèrent. Le malfrat, le menteur, le prévenu qu'elle venait de condamner à la prison était le nouveau procureur général. Dans la hiérarchie du palais de justice, il était le juriste le plus éminent du bâtiment. Il avait la main sur le budget, sur les poursuites, sur les avocats qui plaideraient devant elle jour après jour. Son esprit,
citadelle d'assurance inébranlable quelques instants plus tôt, explosa en 1000 fragments de panique. Non, non, impossible. Il est. C'est. Mais le visage de Moreau, contracté par la colère, et le regard calme et fixe de Léo Dupont, lui confirmèrent l'inconcevable. Elle venait d'essayer de jeter en prison son nouveau procureur général. Je. Bégaya-t-elle, ses mains crispées sur le rebord de son bureau. Elle avait l'air d'une naufragée cherchant une épave. Je ne savais pas. Il n'a pas décliné son identité. Il a essayé, votre honneur. La voix de Manon Durand, qui n'était plus suppliante mais acérée de justification, s'éleva dans le silence. Il vous a dit être un auxiliaire de justice, et vous l'avez traité de menteur. Il a tenté de s'expliquer, et vous lui avez intimé l'ordre de se taire. Vous n'avez même pas jeté un œil à ces documents. Maître Durand a raison, confirma le juge Moreau. Le procès-verbal en fait foi. Il adressa un signe de tête au greffier d'audience, qui, livide, fixait l'horizon, les doigts inertes sur son sténotype. Dubois se tourna, éperdu, vers Léo. Monsieur le procureur général Dupont, c'est une méprise. Une simple erreur. Léo Dupont n'avait pas bougé d'un cil. Pas un sourire, pas une once de triomphe. Il se tenait là, statue d'impassibilité, et la regardait se décomposer. Quand il prit enfin la parole, sa voix n'était pas forte, mais elle emplit toute la salle. Votre honneur, dit-il, le titre chargé désormais d'une ironie glaçante, je crois que vous étiez en train de me condamner pour outrage à la cour. Cette phrase, toute simple, fut le coup de grâce. Le bruit sec du piège se refermant. Elle mettait en lumière la dimension grotesque et tragique de sa faute. Elle ne s'était pas seulement trompée. Elle s'était trompée avec la tyrannie de la certitude. Elle avait été si aveuglée par ses préjugés qu'elle n'avait pas reconnu la plus haute autorité judiciaire de la région qui se tenait à 2 pas d'elle. Dubois émit un petit gargouillis. Ses yeux se révulsèrent un instant, elle vacilla et se laissa tomber sur sa chaise, se rattrapant de justesse. Elle n'était plus une juge. Elle n'était qu'une vieille femme, petite et terrifiée. Le juge Moreau s'avança, reprenant les rênes. Juge Dubois, commanda-t-il, levez la séance. Immédiatement. Dubois tâtonna pour trouver son marteau, sa main agitée d'un tel tremblement qu'elle peinait à le saisir. Elle le leva, mais son regard restait fixé sur Léo Dupont. L'audience est levée, souffla-t-elle. Elle abattit le marteau, non pas d'un coup sec, mais d'un choc mou et résigné. Elle ne regagna pas son bureau. Elle prit la fuite. Elle s'extirpa de son siège et s'éclipsa par la porte de service, sa robe noire flottant derrière elle comme les ailes d'un oiseau de mauvais augure. À l'instant où la porte se referma, un brouhaha s'éleva dans la salle. Le public se perdit en conjectures. Lucas Fournier était déjà debout, à mi-parcours de l'allée, son téléphone à l'oreille. Huissier, lança Moreau. Faites évacuer. Tout le monde dehors. Le roi et les autres agents, stimulés par l'autorité de Moreau, commencèrent à diriger les spectateurs hébétés vers la sortie. Maître Durand, dit Moreau, d'un ton plus doux. Monsieur Fournier, attendez-moi dans le couloir, s'il vous plaît. Je viens vous parler. Maître Durand, je vous renouvelle mes excuses et mes remerciements. Votre courage fut exemplaire. Manon Durand, encore sous le choc, se contenta d'hocher la tête. Moreau se tourna vers le héros du jour. Monsieur Dupont, dans mon bureau, je vous prie. 10 minutes plus tard, il se trouvait dans le bureau majestueux du juge Moreau, une pièce tapissée de livres anciens et de portraits d'hommes austères. Moreau faisait les 100 pas, le visage toujours empourpré de colère. Un désastre, Léo, dit-il en l'appelant par son prénom. Un désastre procédural et éthique de la pire espèce. Je savais Monique conservatrice. Je la savais intransigeante. J'avais eu des échos. Mais ça, c'est du racisme primaire, à visage découvert. Léo Dupont était assis dans un fauteuil club, buvant enfin un verre d'eau qu'un greffier lui avait servi. L'adrénaline retombait, le laissant avec un sentiment de fatigue froide et familière. Monsieur le Président, dit Léo d'une voix posée. Sauf votre respect, le problème n'est pas moi. Je vais bien. J'ai un statut.
J'ai une fonction. J'ai votre soutien. Il se pencha. Le problème, c'est l'homme qui est passé avant moi, et la femme qui passera après moi. Que advient-il des gens qui entrent dans ce tribunal, qui me ressemblent, mais qui ne sont pas le nouveau procureur général? Que leur est-il arrivé à 9h15? Que me serait-il arrivé à 9h45 si vous n'étiez pas intervenu? Il planta son regard dans celui de Moreau. Elle ne m'a pas seulement condamné à 48 heures de prison, Monsieur le Président. Elle a condamné un archétype. Elle était prête à anéantir la vie d'un homme, à lui faire perdre son emploi, à lui infliger un casier judiciaire pour une simple amende, parce que son apparence ne correspondait pas à ses standards. Moreau s'arrêta. Il dévisagea Léo, et la colère sur son visage se mua en une détermination plus dure. Il savait que Léo disait la stricte vérité. Le véritable crime n'était pas l'offense faite à Léo Dupont, le nouveau chef. Le crime était une atteinte au principe même de la justice. Vous avez entièrement raison, dit Moreau. Il alla à son bureau et prit le téléphone. Appelez-moi Hélène Rivière de la Commission nationale de discipline judiciaire, dit-il à son assistante. Dites-lui que c'est une urgence absolue. Code rouge. Il raccrocha. Monique Dubois n'aura pas qu'une suspension, Léo. Je vais personnellement veiller à ce qu'elle ne préside plus jamais un tribunal dans ce pays. Son règne prend fin aujourd'hui. Le retour de bâton pour la juge Monique Dubois ne fut pas une sanction rapide et unique. Ce fut un démantèlement public, lent et méthodique. Une mort par 1000 entailles administratives, chacune portée avec la précision glaciale de la loi qu'elle prétendait incarner. Tout débuta l'après-midi même. À 15 heures, le juge Jean Moreau avait transmis une plainte circonstanciée de 12 pages à la Commission nationale de discipline judiciaire. À 15h05, la juge Dubois se voyait signifier sa suspension immédiate avec maintien de traitement, dans l'attente d'une enquête approfondie. Il lui fut enjoint de restituer ses clés, son badge d'accès et ses dossiers en cours. Elles furent accompagnées à la sortie par les agents mêmes qu'elle avait coutume de diriger. Mais le coup le plus rude fut porté par Lucas Fournier, le journaliste. Son article, mis en ligne sur le site de la Gazette du Val-de-Loire à l'heure du déjeuner, eut l'effet d'une bombe. Le titre, la juge Dubois envoie le nouveau procureur général en prison pour un PV. Des sources dénoncent une partialité systémique. L'article était cinglant. Il contenait des citations, le numéro de l'affaire, et la déclaration de Manon Durand, recueillie dans le couloir, j'ai tenté de la raisonner. Elle a refusé d'écouter. Elle l'a traité de menteur. Elle m'a traité de menteuse. Ce n'était pas une erreur, c'était délibéré. L'affaire prit une dimension nationale en soirée. Les chaînes d'information en continu s'en emparèrent. Les photos de la juge au visage dur et aux cheveux d'argent étaient mises en parallèle avec les portraits professionnels et charismatiques de Léo Dupont. Le récit était clair, le vieux pouvoir raciste face à la nouvelle justice progressiste. Dubois, humilié et paniqué, s'attacha les services d'un ténor du barreau, un avocat redoutable nommé Nicolas Lefebvre. Lefebvre contre-attaqua aussitôt, publiant un communiqué où il affirmait que la juge Dubois regrettait vivement cette erreur administrative, mais qu'elle avait été confrontée à un prévenu difficile et agité qui avait refusé de décliner son identité. Ce fut une erreur stratégique. Dès le lendemain, le juge Moreau, en tant que président du tribunal, autorisa la diffusion de la transcription intégrale de l'audience et des images de vidéosurveillance, en noir et blanc et de piètre qualité, de la salle d'audience. La transcription était accablante. M. Dupont, votre honneur, je suis un auxiliaire de justice. Je voulais simplement. Juge Dubois, vous n'êtes pas un auxiliaire de justice. Vous êtes un prévenu. Comment osez-vous usurper la qualité d'avocat? La vidéo était encore plus parlante. L'audio était médiocre, mais le langage non verbal était limpide, les gestes furieux et dédaigneux de Dubois, les supplications de Manon Durand, le calme sidérant de Léo Dupont, et pour finir, le doigt accusateur de Dubois le condamnant à la prison. La commission, sous une intense pression médiatique et politique, organisa l'audience en urgence. Léo Dupont, ayant pris ses fonctions au bureau du procureur général, fut le premier à témoigner. Il ne vint pas pour en découdre. Son ton était grave, factuel, et son témoignage, dévastateur. Ce n'est pas sa colère qui m'a frappé, déclara-t-il sous serment. C'est sa certitude. Elle n'a pas vérifié un dossier. Elle n'a posé aucune question. Elle savait qui j'étais.
dans son esprit, les faits étaient secondaires. Ma non-comparution n'était pas une erreur administrative, c'était une tare morale liée à mon apparence. Elle a vu un homme noir en costume froissé, et toute sa démarche judiciaire a découlé de ce seul préjugé. Le témoin suivant fut Manon Durand. Elle arriva avec des dossiers. Entre nous, les avocats commis d'office, on l'appelle la broyeuse, ou Monique 30 secondes, parce que c'est le temps qu'il lui faut pour juger un prévenu non blanc. Le témoignage de Durand, orienté par la conseillère de la commission, marqua le début de la fin. Elle cita des exemples. Affaire 44C, ministère public C. Rodriguez, un jeune homme hispanique, 19 ans, vol d'un jeu vidéo à 40 €. Premier délit. La pratique habituelle est un sursis probatoire et des travaux d'intérêt général. La juge Dubois l'a condamné à 90 jours de prison ferme. Le même jour, affaire 44D, ministère public C. Stuart, un étudiant blanc, 20 ans, vol d'un livre à 200 €. Premier délit. La juge Dubois lui a dit de ne plus causer de chagrin à ses parents et a classé l'affaire. Elle exposa 12 cas de ce type, tous survenus dans les 6 derniers mois. Le schéma était flagrant. Le dernier témoin fut l'huissier, Stéphane Leroy. Il était visiblement mal à l'aise, en sueur dans son uniforme. Monsieur Leroy, l'interrogea la conseillère, avez-vous, à un quelconque moment, tenté de prévenir la juge Dubois? Leroy jeta un regard à Dubois, assise près de son avocat, le teint cireux. Oui, madame, répondit-il d'une voix pâteuse. J'ai reconnu monsieur Dupont. Pas tout de suite, mais ça m'est revenu, avec les notes internes sur le nouveau procureur. J'ai essayé de m'approcher d'elle. Elle a écarté ma main. Elle m'a dit de gérer le prévenu. Elle a un certain regard. On le connaît tous. Quand elle a ce regard, on ne discute pas. Je l'ai vu briser des carrières. J'ai eu peur. Peur de quoi, monsieur Leroy? D'elle, répondit-il simplement. On avait tous peur. L'affaire de la juge Monique Dubois, dossier CNDJ numéro 2204, ne fut pas une simple procédure disciplinaire à huis clos. Ce fut un déballage public qui dura 2 semaines. La salle d'audience, d'ordinaire un lieu austère et bureaucratique, était archi-comble. Chaque place était occupée par des journalistes, des fonctionnaires du tribunal, des avocats et des citoyens qui, après des années à murmurer sur la cruauté de Dubois, venaient assister à la chute de la reine. Monique Dubois était assise à la table de la défense, l'ombre d'elle-même. Fini le chignon autoritaire, place à des cheveux argentés, terne et clairsemés. Elle portait un tailleur gris anonyme, les mains si fortes agrippées à la table que ses phalanges étaient exsangues. À ses côtés, Nicolas Lefebvre, son avocat. Il était son antithèse, flamboyant, offensif, et d'un aplomb à toute épreuve. Il était un ténor du barreau, spécialisé dans la défense des causes perdues, et semblait se délecter du défi. Ce n'est pas une audience, c'est un procès en sorcellerie. Clama-t-il dans sa déclaration liminaire d'une voix de stentor. C'est un lynchage médiatique orchestré par la bien-pensance, destiné à anéantir la carrière d'une femme qui a consacré 50 ans de sa vie au droit. La stratégie de Lefebvre était celle de la terre brûlée. Il ne défendit pas les actes de Dubois, il s'attaqua à la réputation de ceux qui osaient en témoigner. Son contre-interrogatoire de Manon Durand fut féroce. Maître Durand, lança-t-il avec mépris, n'êtes-vous pas une militante pour la justice sociale? N'est-il pas exact que vous avez reçu 2 rappels à l'ordre pour excès de zèle dans le tribunal de la juge Dubois? N'est-ce pas là une simple vengeance personnelle? Une occasion de régler vos comptes avec une juge qui ne se laissait pas attendrir par les jérémiades de vos clients? Manon ne se démonta pas. J'ai été rappelé à l'ordre pour avoir formé des recours, maître Lefebvre, et je le referai chaque fois que je verrai un jeune de 19 ans aller en prison pour avoir volé une friandise. Son assaut contre Stéphane Leroy, l'huissier, fut tout aussi brutal. Vous aviez peur, railla Lefebvre. Vous, un agent assermenté et armé, aviez peur d'une femme de 70 ans. Ou bien la vérité, monsieur Leroy, n'est-elle pas que vous avez manqué à votre devoir? Que face à une situation tendue, au lieu de calmer le jeu, vous avez cédé à la panique, et que vous lui reprochez aujourd'hui votre propre incompétence. Leroy, en âge sous les projecteurs, se contenta de secouer la tête. Je n'avais pas peur d'elle. J'avais peur de son pouvoir.
Ce n'est pas la même chose. Mais Lefebvre réserva son venin le plus corrosif à celui qui était absent, Léo Dupont, qui avait livré son témoignage calme et accablant dès le premier jour. Monsieur Dupont est le nouveau procureur général, argua Lefebvre dans sa plaidoirie, arpentant l'espace devant la commission. Il est, par essence, le juriste le plus puissant de la région. Allons-nous croire qu'il était une victime sans défense? Il n'a jamais dit, Madame la juge, je suis le nouveau procureur général, Léo Dupont. Il a joué un jeu. Il a été ambigu. Il a dit, je suis un auxiliaire de justice. Une formule vague, presque malicieuse. Pourquoi? Pourquoi, si ce n'est pour provoquer cette confrontation? Il lui a tendu un piège. Il voulait faire d'elle un exemple. Il voulait humilier cette juge à l'ancienne pour imposer sa nouvelle vision. C'était une thèse audacieuse, au relent complotiste, qui se retourna contre lui. La rapporteure de la commission, Valérie Blanc, une femme brillante et méthodique dont le calme cachait un esprit redoutable, se leva pour sa réplique. Elle s'approcha du pupitre, sans l'emphase de Lefebvre, mais avec un lourd dossier sous le bras. La défense de maître Lefebvre est intéressante, entama-t-elle d'une voix posée. Il a dépeint Manon Durand en extrémiste, Stéphane Leroy en poltron, et le procureur le plus influent de la région en victime manipulatrice. Toute sa thèse repose sur l'idée que le problème n'est pas la partialité avérée et documentée de la juge Dubois, mais le manque de déférence de ses victimes. En somme, il reproche aux victimes du préjugé d'avoir subi le préjugé. C'est, pour le dire sans détour, abject. Elle se tourna vers son dossier. Mais maître Lefebvre a raison sur un point. Cette affaire dépasse Léo Dupont. Il n'a été que celui qui a eu le pouvoir d'appuyer sur l'interrupteur. Parlons de ce qui se passait quand la lumière était éteinte. C'est là qu'est sorti le rapport du docteur Mercier, le statisticien. Maître Lefebvre qualifie la juge Dubois de juge à poigne, de la vieille école. Les statistiques, elles, la qualifient de sectaire. Elle projeta les chiffres sur un écran. Nous avons examiné 5 années de décision. Pour les délits mineurs non violents, les peines prononcées par la juge Dubois à l'encontre de prévenus issus de minorités sont en moyenne 350% plus lourdes que la moyenne du ressort. 350%. Ce n'est pas de la fermeté. C'est la preuve mathématique d'un préjugé. Un souffle d'étonnement parcourut l'assistance. Un des commissaires, un ancien magistrat de la cour d'appel à l'air grave, ôta ses lunettes et se pinça l'arête du nez. Parlons de l'accusation qu'elle a portée contre Monsieur Dupont, poursuivit Blanc. L'outrage à la cour. Un outil censé garantir la sérénité des débats. Entre les mains de la juge Dubois, c'est devenu une arme. Ces condamnations pour outrage à la cour, celles prononcées sur le champ, visent des personnes non blanches dans une proportion de 9 contre 1. Elle laissa le chiffre en suspens. Ce n'est pas de la fermeté. C'est un système d'oppression. C'est une juge qui, depuis au moins 10 ans, gère son tribunal comme son domaine privé, où la couleur de votre peau décide de la lourdeur de sa sentence. Blanc regarda les 7 commissaires droit dans les yeux. L'incident Dupont n'est pas une anomalie. C'est un point d'orgue. Ce n'est pas une erreur. C'est un système. La seule différence entre Léo Dupont et les centaines d'autres qui ont comparu devant elle, c'est qu'il avait un titre. Il était celui qu'elle ne pouvait pas écraser. Il était le jour où elle s'est fait prendre. La commission délibéra pendant 3 longues et pénibles journées. Le dernier jour, un silence de mort régnait dans la salle. La juge Monique Dubois fut appelée à comparaître. Elle entra, s'appuyant au bras de son avocat, et se tint face au panel. Elle semblait frêle, ratatinée, son regard fuyant balayant une salle qu'elle aurait autrefois dominée. Le président de la commission, un ancien magistrat de la cour de cassation nommé Pierre Lambert, homme d'une solennité profonde, presque funèbre, ajusta ses lunettes. Il ne la regarda pas. Il se mit à lire le document qu'il tenait. La commission a enquêté sur les faits du 27 octobre, ainsi que sur l'ensemble de la carrière de la juge Monique Dubois. Sa voix de basse, profonde et sonore, emplit l'espace. Nous avons mis en évidence un ensemble de comportements qui ne sont pas seulement préoccupants. Ils sont choquants. La juge Dubois a usé de son immense pouvoir non comme un instrument de justice, mais comme le marteau de ses préjugés personnels et profondément ancrés. Il releva enfin la tête, son regard passant par-dessus ses lunettes, et pour la première fois, il s'adressa à elle. Vos actes ce jour-là, madame,
ne furent pas une erreur, comme l'a plaidé votre avocat. Ils furent le produit prévisible, inéluctable, d'un parti pris que vous avez laissé prospérer et guider vos décisions pendant des années. Vous n'avez pas vu un homme. Vous n'avez pas vu un avocat. Vous avez manqué à votre devoir le plus sacré, le plus fondamental, le plus simple, être impartial. Il marqua une pause. Vous n'avez vu qu'une couleur de peau, et vous avez agi en conséquence, avec toute la puissance terrifiante de l'État. Dubois étouffa un sanglot. Lefebvre posa une main sur son dos, un geste vain. En conséquence, reprit le président, la commission a décidé à l'unanimité, au vu des preuves accablantes et des témoignages du docteur Mercier, de maître Durand, de monsieur Leroy et de monsieur Dupont, que la juge Monique Dubois soit révoquée de ses fonctions au tribunal judiciaire du Val-de-Loire, avec effet immédiat. Les mots la frappèrent de plein fouet. Révocation. La fin de tout. Mais le président n'en avait pas fini. En outre, il lui est interdit à vie d'exercer toute fonction judiciaire ou publique. Son nom sera radié du barreau de cet État. Un autre coup. Elle ne pouvait même plus être avocate. Et enfin, dit-il d'une voix plus basse, en application de la clause de faute lourde judiciaire, invoquée en cas de négligence manifeste et de faute intentionnelle, l'ensemble de sa pension de retraite et de ses avantages publics sont supprimés. C'était la fin. Une mort professionnelle. Une exécution financière. L'annulation totale et absolue de toute sa vie. Les jambes de Dubois se dérobèrent. Elle ne pleura pas. Elle s'effondra, s'affaissant contre Nicolas Lefebvre qui dut la retenir. Le son qui s'échappa de sa gorge fut un cri de désespoir rauque, animal. Le retour de bâton fut total. Elle perdit son statut. Elle perdit son pouvoir. Elle perdit sa réputation. Elle perdit son avenir. Le nom de Dubois, jadis synonyme de prestige judiciaire dans la région, devint une tache indélébile. Un symbole de honte, une note en bas de page dans les manuels universitaires de droit sur les écueils de la magistrature. La broyeuse de la salle 3B avait fini broyée par le système qu'elle croyait maîtriser. Un mois plus tard, la salle d'audience 3B était méconnaissable. Ce n'était plus le royaume des ombres glaciales. C'était une simple pièce. La première requête de Léo Dupont en prenant ses fonctions, une requête que le juge Moreau avait validée avec un plaisir non dissimulé, avait été de faire enlever les lourds rideaux de velours élimés qui obstruaient les fenêtres depuis des décennies. Désormais, une lumière crue de novembre inondait l'espace, révélant des volutes de poussière et les marques sur le sol que la pénombre permanente de Dubois avait masquées. L'ambiance avait changé. L'odeur métallique et anxiogène de la peur s'était dissipée, laissant place à une agitation nerveuse, presque désordonnée. La haute estrade intimidante était vide, une antiquité. La nouvelle magistrate en charge de ce service, une femme vive et pragmatique nommée juge Chloé Martin, avait préféré installer un simple bureau plus bas, au niveau du sol, près des tables des avocats. Ce jour-là, la salle servait aux comparutions immédiates, et le ton était presque détendu. Les avocats commis d'office, qui se tenaient jadis au garde-à-vous, plaidaient désormais leur dossier avec fougue. De jeunes substituts du procureur, recrutés par la nouvelle administration de Léo, étaient là, leur dossier rempli de nouvelles circulaires sur la réforme de la détention provisoire et les mesures alternatives aux poursuites. Les substituts de l'ancienne école, ceux qui avaient fait carrière sous le règne de la répression de Dubois, semblaient mal à l'aise, comme des hommes contraints de porter des vêtements trop étroits. Mais le changement le plus radical n'avait pas lieu dans une salle d'audience. Il se préparait 3 étages plus haut, dans le bureau du procureur général, et s'apprêtait à se propager dans tout le bâtiment. Léo Dupont se tenait devant un pupitre dans la salle de presse du palais de justice. La salle était noire de monde, un parterre de caméras et de micros. Au premier rang, Lucas Fournier, le journaliste à l'origine du scoop, était prêt à prendre des notes. Au fond de la salle, adossé au mur, se tenait Manon Durand. Sa présence n'était pas fortuite. Léo l'avait personnellement convié. Le costume de Léo était impeccable. Sa cravate, parfaitement nouée. Mais son visage n'exprimait pas le triomphe. C'était le visage d'un homme au départ d'un marathon. Sa voix était assurée lorsqu'il prit la parole. « Bonjour à tous, commença-t-il. Il y a un mois, pour mon premier jour dans ces murs, j'ai vécu une expérience édifiante. Je n'étais pas ici en tant que procureur. J'étais ici en tant que prévenu. Et j'ai assisté,
depuis cette position unique, à un naufrage complet de la justice. Un murmure parcourut l'assistance. Ce fut une expérience personnelle, poursuivit-il, mais j'ai compris ces 30 derniers jours qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. Depuis trop longtemps, la justice dans le Val-de-Loire est une loterie. Elle dépend de l'humeur d'un juge, de votre couleur de peau, de la qualité de votre vêtement ou du nom sur votre carte d'identité. Elle ne peut pas dépendre du hasard qui fait que le prévenu est le nouveau procureur général. La justice doit être une certitude. Il marqua une pause, pour laisser ses mots porter. Il regarda droit dans l'objectif de la caméra principale, le regard intense. Le parquet de mon prédécesseur était, de l'avis général, obsédé par une seule chose, les condamnations. Des taux de condamnation élevés, des peines lourdes. C'est un indicateur de succès simpliste et, en définitive, vain. Il ne dit rien de l'équité. Il ne dit rien de la justesse. Il ne dit rien de la justice. Un parquet qui recherche la victoire au détriment de la justice n'est pas un ministère public. C'est un outil d'oppression. Il désigna un panneau fraîchement imprimé derrière lui. C'est la raison pour laquelle j'annonce aujourd'hui officiellement la création de l'unité d'intégrité des condamnations, UIC, du Val-de-Loire. Une onde de choc, aussi palpable qu'audible, secoua la salle. Ce n'était pas une simple réforme. C'était une révolution. Les journalistes tapaient déjà des messages à leur rédaction. Une unité d'intégrité des condamnations était une déclaration de guerre aux anciennes pratiques. C'était reconnaître que le système avait failli. L'UIC, déclara Léo, sa voix gagnant en autorité, sera une division autonome au sein de ce parquet. Sa seule et unique mission sera d'enquêter et de corriger les erreurs judiciaires passées et les cas d'injustice systémique avérés. Et sa première tâche, sa priorité absolue, sera l'examen exhaustif et approfondi de chaque condamnation pour crime ou délit grave et de chaque condamnation pour outrage à la cour prononcée par l'ex-juge Monique Dubois au cours des 10 dernières années. La salle explosa. Des questions fusèrent, les flashs crépitèrent, on se bouscula. C'était ça. C'était le karma. Non seulement Dubois était parti, mais il allait déterrer les racines de son héritage toxique. Léo leva une main. Je répondrai aux questions dans un instant. Mais je veux être clair. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Il s'agit d'une recherche de la vérité. Il s'agit de retrouver chaque personne condamnée non pas sur la base des faits, mais sur un préjugé. Il s'agit de retrouver chaque ministère public contre Rodriguez, une affaire que vous découvrirez bientôt, où un jeune de 19 ans a été condamné à 90 jours de prison pour un premier délit, tandis qu'un étudiant blanc, le même jour, voyait son affaire classée pour les mêmes faits. Il chercha alors Manon Durand du regard au fond de la salle. Et nous n'agirons pas seuls. Cet examen se fera en étroite collaboration avec le service des avocats commis d'office du Val-de-Loire. Il lui adressa un signe de tête. Maître Durand, qui a si vaillamment défendu son client il y a un mois, a accepté de co-présider cette commission d'examen. Ce parquet ne considérera plus la défense comme un adversaire, mais comme un partenaire dans la recherche d'une solution juste. Manon Durand, abasourdi, ne put cocher la tête, un sourire las mais immensément reconnaissant sur les lèvres. Lucas Fournier regardait Léo, puis Manon, griffonnant frénétiquement. Il avait compris. Ce n'était pas une simple conférence de presse. C'était la proclamation d'une nouvelle ère pour la justice dans le Val-de-Loire. Le vrai karma, comprit Lucas, n'était pas la révocation. Ni la pension annulée. Ni l'humiliation. Le vrai karma, c'était ça. C'était la destruction méthodique, publique et légitime de son œuvre. C'était le démantèlement de chacune de ses décisions cruelles. C'était l'ultime verdict, toute sa carrière n'avait été qu'un échec, une souillure à effacer. Le soir venu, le palais de justice était silencieux. La presse était repartie. La fièvre de la journée était retombée. Léo déambulait dans le grand hall du 2e étage, ses pas solitaires résonnant sur le marbre. Il longea les imposants portraits à l'huile des anciens présidents du tribunal, une longue galerie d'hommes graves au teint pâle. Il s'arrêta. Il se trouvait devant un vide sur le mur. Là où était accroché le portrait de Monique Dubois. Par décision de la CNDJ, il avait été décroché, emballé et expédié au bureau de son avocat. Il ne restait plus qu'un vague rectangle de poussière sur la tapisserie et un crochet de laiton, nu. Léo contempla cet espace vide. Il ne ressentait ni triomphe,
ni joie, ni satisfaction. Il ne ressentait que le poids écrasant de la tâche à accomplir. Il songeait aux centaines, peut-être aux milliers de dossiers que l'UIC allait devoir éplucher, aux vies brisées, aux familles détruites, aux années volées, tout cela par la femme dont le portrait était accroché là. Cet espace vide n'était pas une victoire. C'était un acte d'accusation. Monsieur le procureur général. Léo se retourna. C'était Stéphane Leroy, l'huissier, qui terminait sa ronde. Il tenait son képi à la main, le regard plein de respect et d'une légère admiration. Stéphane, répondit Léo à voix basse. Leroy désigna l'espace vide d'un signe de tête. Bon débarras, à mon humble avis. Quelques anciens ne sont pas contents. Mais pas moi. Pas ceux qui ont dû. Eh bien, assister à tout ça. Puis il regarda Léo, l'air sincère. Ce que vous faites, monsieur, avec cette nouvelle unité qui réexamine ces dossiers. Il déglutit, la gorge serrée. C'est une bonne chose, monsieur. C'est juste. C'est la chose la plus juste que j'ai vue se produire ici en 20 ans. Le regard de Léo retourna du huissier au mur vide. Il repensa à l'homme qu'il était il y a un mois, dans son costume froissé, sur le point d'être envoyé en prison. Il repensa à la peur et à la résignation qu'il avait lues dans les yeux des autres prévenus dans la souricière. Ce n'est qu'un début, Stéphane, dit Léo. Il ajusta sa cravate, un geste simple qui était une affirmation de son nouveau statut. Le chemin est encore long. Il laissa l'huissier derrière lui. Il tourna le dos au rectangle vide et poussiéreux et se dirigea vers son bureau au fond du couloir. Ses pas étaient fermes et réguliers, leur écho se propageant dans le grand espace silencieux, le son d'une nouvelle forme d'autorité au palais de justice du Val-de-Loire. Non pas l'autorité rigide et cruelle du jugement, mais l'autorité pesante et durable de la justice. Cette histoire nous rappelle que les pires préjugés peuvent se dissimuler derrière les symboles les plus respectés, une robe de magistrat, une position de pouvoir. La juge Dubois se croyait intouchable de par sa fonction. Mais elle avait oublié un détail essentiel, la vérité finit toujours par éclater. Et quand ce fut le cas, le retour de bâton ne fut pas seulement rapide. Il fut total. Elle n'a pas seulement perdu son poste, elle a perdu tout son héritage, qui est aujourd'hui déconstruit comme un monument à sa propre intolérance. Que pensez-vous de l'abus de pouvoir choquant de la juge Dubois? Quel fut pour vous le moment le plus gratifiant de sa chute? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous croyez que la justice se doit d'être aveugle et que personne, quelle que soit sa puissance, n'est au-dessus des lois, alors aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de voir le karma à l'œuvre. Et si vous aimez les histoires où l'arrogance et les préjugés reçoivent la fin qu'ils méritent, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. De nouvelles histoires vous attendent chaque jour.